Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 16 octobre 2018 et nous avons eu hier soir la publication du budget italien qui, bien, comme annoncé au début du mois, sera de 2,4% le déficit public sera de 2,4% du PIB pour l'année prochaine. Bruxelles, les commentaires de Bruxelles qui sont attendus, alors pas à court terme, mais d'ici les prochains jours. Prochaine deadline pour l'Italie. Nous aurons donc le vote du Parlement italien d'ici samedi. Le 26 octobre, nous aurons l'agence de notation S&P qui réévaluera la note souveraine de l'Italie. Le 29 octobre sera la date officielle euh, dont Bruxelles devrait exprimer son opinion, accepter, approuver ou rejeter simplement le budget italien. Voilà, donc 29 octobre, c'est, on va dire, la prochaine deadline majeure à suivre concernant ce budget italien. Alors sans plus attendre, on passe à l'avertissement gage sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc marché plutôt stable, pour le moment, on n'a pas vraiment de réaction. L'euro est stable, que ce soit face au dollar, face au franc suisse. On a un spread BTP Bund qui est contenu, il est toujours à 300 points de base. Les rendements italiens sont également contenus, on n'a pas de nouveau sommet. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, le marché ne réagit pas négativement à ce budget qui semblerait avoir été pricé par les investisseurs. Ce qui n'a pas été pricé et ce qui ne peut pas être pricé, c'est bien évidemment ce que va dire Bruxelles. On sait que Bruxelles, enfin certains commissaires ont émis des commentaires plutôt négatifs envers ce budget au début du mois. Maintenant, voilà, on ne peut pas anticiper la réaction de Bruxelles, donc ça va être source de volatilité. Concernant le briefing de l'actualité, donc comme je vous l'ai dit, on a les mesures qui ont été approuvées lundi soir au Conseil des ministres, qui devraient porter le déficit budgétaire d'Italie à 2,4% du PIB, soit le triple du précédent gouvernement. Les responsables de l'UE craignent notamment que le déficit réel, parce que là c'est un déficit prévisionnel pour 2019, donc les responsables de l'UE craignent que le déficit réel dépasse nettement 2,4% d'après des sources proches du dossier. Concernant les États-Unis, on est un petit peu dans le même, alors pas dans le même cas de figure, mais presque. Le déficit budgétaire des États-Unis s'est creusé à 3,9% du PIB au cours de l'exercice 2018 pour atteindre 779 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 2012. Donc voilà, les États-Unis qui ont un taux de croissance très très bon, mais il faut savoir que ce taux de croissance est quand même assez alimenté par un endettement public en raison notamment de la baisse des impôts de Donald Trump. Donc moins de recettes fiscales, c'est un déficit public qui augmente si on baisse pas les dépenses. Et voilà, ça peut poser problème dans le sens que l'économie américaine tourne à plein régime. On est dans une phase d'expansion de l'économie et on a les États-Unis qui, on va dire, ont un déficit au plus haut depuis 2012. Donc qu'est-ce que ça va être lorsqu'il y aura une récession? Lorsqu'il y a une récession, les États ont tendance à beaucoup plus emprunter pour justement booster l'économie. Donc dès qu'on aura une récession américaine, ce qui est normal, ça arrive, c'est des cycles. Euh, c'est des cycles. Donc quelle va être cette dette finalement? Qui va payer de la dette? Alors tout le monde, enfin, il y aura toujours des créanciers, mais à quel taux d'intérêt? Voilà, c'est un petit peu la question. Donc ça remet un petit peu quand même en doute, voilà, une dette aussi élevée lorsqu'on est dans une phase d'expansion mondiale, d'expansion de la croissance, de l'économie, pardon, mondiale. Eh bien, c'est un petit peu, on va dire, inquiétant parce que ça laisse à penser que lorsqu'il y aura une récession, bah finalement, ce sera pas 779 milliards de dollars, mais peut-être 1000, vous voyez. Donc voilà. Concernant la Chine, on a les prix à la consommation qui ont accéléré le mois dernier. Par contre, nous avons les prix à la production qui ont enchaîné leur troisième mois de ralentissement en septembre, avec une progression de seulement 3,6% sur un an. C'est mieux que ce que prévoit le consensus, mais ça reste quand même des prix en baisse, ce qui montre bien que voilà, il y a quand même un impact des tensions commerciales sur l'économie chinoise.
Concernant le NZD, on a des prêts à la consommation qui ont accéléré à 1,9% au troisième trimestre. Concernant l'Arabie Saoudite, ça c'est un dossier qu'il faut suivre de plus en plus puisque ça a un impact quand même assez important sur le pétrole. Enfin, en tout cas, il semblerait. Hein. Donc, d'après CNN, l'Arabie Saoudite se prépare à faire une annonce reconnaissant que le journaliste, voilà, saoudien qui, je vous rappelle, était exilé aux États-Unis, eh bien, serait décédé suite à un interrogatoire qui aurait mal tourné. Enfin, donc, pour rappel, hein, ce saoudien citoyen, enfin exilé aux États-Unis, est allé à l'ambassade saoudienne à Istanbul il y a de cela quelques jours et n'y serait pas sorti. Et donc voilà, il y a eu pas mal d'incertitudes et les États-Unis, eh bien, qui cherchent à découvrir bien évidemment ce qui est normal, la, comment dire, la vérité de ce qui s'est passé puisque c'est un citoyen américain. Il est saoudien, cette personne est saoudienne, mais c'est un citoyen américain. Donc voilà, il y a Mike Pompeo, secrétaire américain à la défense, qui se rend en Arabie Saoudite pour rencontrer le roi Salman aujourd'hui ou demain, voilà, donc très prochainement pour justement un petit peu clarifier la situation. Et on attend toujours le communiqué justement de l'Arabie Saoudite pour savoir ce qui s'est passé au niveau de ce journaliste. Concernant l'AEUMC, qui, je vous rappelle, c'est la V2 de l'ALENA pour accord États-Unis, Mexique, Canada. Voilà. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué être déterminé à poursuivre une négociation commerciale avec la Chine malgré l'accord nécessaire des USA et du Mexique pour de telles discussions. Dans ce nouvel accord de l'ALENA, voilà, qui s'appelle AEUMC, eh bien, il y a une clause disant que tout pays, chacun de ces trois pays, pardon, entre l'USA, le Mexique et le Canada, qui serait en discussion pour un accord de libre-échange avec une économie de marché qui n'est pas ouverte, comme la Chine. La Chine n'est pas une économie ouverte, et n'est pas une économie de marché ouverte, pardon. Eh bien, doit avoir l'accord des deux autres partenaires de l'ALENA. Est-ce que les États-Unis va donner l'accord au Canada pour poursuivre ces négociations commerciales pour un accord de libre-échange avec la Chine? On ne sait pas encore, il n'y a pas d'impact sur les marchés, mais c'est clairement quelque chose qu'il faut suivre parce que ça pourrait faire eh bien varier le dollar canadien. Ça pourrait faire varier également peut-être le dollar. Voilà, la réaction du marché, on ne peut pas la prédire exactement, mais voilà, ça peut être une source de volatilité à l'avenir. Et concernant les deux Corées, on a une réunion tripartite avec le commandement des Nations Unies pour discuter de la démilitarisation de la frontière. Voilà. Voilà donc pour le briefing de l'actualité. Concernant résumé de la séance américaine et asiatique, hier soir, on a eu un marché action qui a été plutôt dans le rouge. À part, on voit les small caps avec le Russell 2000 qui a progressé. Sinon, on voit que le Nasdaq 100 a quand même bien reculé, moins 1,24%. Ce matin, nous avons le rendement du 10 ans américain qui prend 3 points de base, notamment avec des incertitudes voilà, sur la dette américaine. Hein. On voit comme je vous l'ai dit, on a eu un déficit quand même au plus haut depuis 2012. Donc voilà, ça inquiète quand même notamment sur les prochains créanciers de la dette américaine. Il n'y a pas de problème pour emprunter de l'argent, mais la problématique, c'est à quel taux. Voilà. Et avec déjà la remontée des taux de la Fed qui fait pression sur les rendements, enfin qui les tend de plus en plus, ça augmente les coûts pour le gouvernement américain à rembourser sa dette, parce que forcément, si le 10 ans allemand a un taux d'intérêt de, comme aujourd'hui, de 3,17%, ça coûte beaucoup plus cher au gouvernement américain de rembourser sa dette que lorsqu'il y a 3 ans où ça valait moins de 1%. Voilà, donc on a déjà la Fed qui tend les rendements américains, et en plus, on a cette dette presque record, ce déficit presque record, pardon, et même oui, la dette record. Hein. Si on regarde la dette américaine, c'est quoi? C'est plus de 20 000 milliards de dollars. Hein. Donc voilà, on a une dette record aux États-Unis, on a un déficit qui est quand même proche de son plus haut, de ses plus hauts. Voilà, ça inquiète ça commence un petit peu à inquiéter le marché, ce qui voilà fait tendre encore plus le marché obligataire.
Concernant le yen, on a une petite baisse, le gold à l'équilibre, le Nikkei qui a clôturé en hausse grâce à la baisse du yen, mais le Shanghai Composite qui est dans le rouge. Donc on a plutôt, vous voyez, une perspective mitigée sur les actions européennes, hein. On a Wall Street qui a clôturé plutôt dans le rouge à Paris Small Caps, et ce matin on a Shanghai qui est dans le rouge également. Le Nikkei qui est boosté simplement par le Yen Index. Et le calendrier économique, donc ça va être côté Europe, hein, avec le taux de chômage, enfin les chiffres de l'emploi britannique à 10h30, 11h l'indice allemand, et voilà, 15h15, production manufacturière, production industrielle aux États-Unis, et l'indice du marché du logement à 16h. Vous voyez, sur le marché, on a une hausse du NZD grâce aux bons chiffres de l'inflation qu'on a eu. Maintenant, voilà, ça ne remet pas en doute, hein, la tendance à moyen long terme qui reste baissière. Au contraire, finalement, cette hausse du NZD et de l'AUD qu'on a eu hier, ça permet par la suite de re-rentrer à la vente à un meilleur niveau de prix. Faut simplement attendre des signaux, voilà, baissiers sur ces deux devises, face à, comme vous le savez, l'euro, le GBP, l'USD ou le CAD, dont je suis particulièrement bullish. Enfin, en tout cas, l'analyse technique de ces indices forex, eh bien, sont plutôt, c'est même pas sont plutôt, sont haussiers, alors que l'AUD et le NZD sont baissiers. Sinon, rien à déclarer. On voit que le yen est en baisse. Voilà, on n'a pas non plus de grands mouvements. Bitcoin stable. Ah, excusez-moi. Bitcoin stable après une belle hausse, hein, qu'on a eu hier. Le gold, ouais, qui est à l'équilibre ici, moins 0,01%. Le pétrole, moins 0,36. Bon, on n'a pas vraiment de tendance sur le marché ce matin. Bon, alors bonjour, je vais saluer Assad Trading. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Didier, bonjour Franck, Raymond que je salue également, Marcel, Rémi, Stéphane, bien le bonjour à vous. Franck, petite divergence haussière sur le récit 4 heures DXY, qu'en pensez-vous? Alors je vais commencer par les indices. Edgy, bonjour Franck et Brice que je salue. Voilà, je commence par les indices puisque c'est ce dont vous m'avez demandé dans les feedbacks, hein, de l'enquête. Donc voilà, rapide tour sur les indices. On ouvre dans le vert. L'Eurostock 50. L'Eurostock 50, donc on n'a pas de gap, hein. Nous n'avons pas de gap, mais on a, voilà, une ouverture dans le vert, plus 0,31%. Vous voyez que quand même, on a un Eurostock 50 qui est assez plus bas depuis, voyez, depuis décembre 2016. Finalement, ce bull market, rappelez-vous, c'était lors du référendum sur Italexit. Donc on revient finalement proche de cette zone. Et si on regarde les retracements de Fibonacci, vous voyez, on a corrigé plus de 61% de la précédente tendance. Voilà. Donc là, le prochain niveau de support majeur, ça semblerait être autour, vous voyez, du 20 septembre. Donc c'est 3111 points. Si on passe, voilà, si on marque un nouveau plus bas, on ira très probablement chercher les 3111. Au niveau du CAC 40, le CAC 40 qui arrive à se maintenir, honnêtement, l'indice européen, enfin l'indice français, c'est celui qui parmi les majeurs, hein, européens, qui se tient le mieux, hein, techniquement. Vous voyez qu'on reste quand même avec des creux qui sont de plus en plus hauts, hein. Alors certes, les semaines ne sont pas de plus en plus hauts depuis le printemps, mais voilà, on a des creux quand même qui arrivent à se maintenir sur une oblique, et voilà, ça c'est bon. C'est bon pour l'Europe. Donc l'indice CAC qui arrive quand même à être assez fort, hein, dans ce contexte assez baissier, hein, sur les marchés actions. Voilà, donc CAC, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. 5050, c'est clairement le support à court terme. On peut voir que ça a été payé hier. Donc voilà, 5050, c'est là où les acheteurs sont présents. On n'a pas de signaux baissiers pour le moment. On a un récit, on a un momentum qui s'améliore, mais le momentum reste encore clairement bearish sur du 4 heures. Donc voilà, il n'y a pas de quoi mettre en place des stratégies acheteuses. D'autant plus que le VIX, le disparity, est à 7% en intraday. Mais si on regarde hier, parce que le plus important, c'est la clôture. Alors, le plus important, c'est la clôture, c'est pas le signal intraday. Et si on regarde donc hier, le 15 octobre, disparity 12,66. Donc 12,66, on n'a pas notre signal haussier sur les indices, sur les marchés actions avec cette stratégie du VIX.
On l'aura peut-être en fin de journée si ce disparity index là clôture sous 10. Si on clôture sous 10, dans ce cas-là, on aura notre signal haussier sur les indices, mais pour le moment, on ne l'a pas. Donc, patience, encore un petit peu de patience. Et voilà, je vous rappelle, Netflix qui publiera ses résultats aujourd'hui, ça pourrait être le catalyseur d'un nouveau bull market. Je vous rappelle, on est au tout début de la publication des résultats, de la saison de publication des résultats du troisième trimestre des entreprises. Et c'est normalement source de bull market lorsque, bien évidemment, les résultats sont satisfaisants. Mais il n'y a pas de raison qui déçoivent les investisseurs. Donc, donc voilà, on attend cette clôture du disparity index sous 10 et on aura notre signal haussier sur les indices européens. Je rappelle pour les nouveaux participants à ce webinaire, je serai présent à Paris le 30 octobre pour une formation mardi 30 octobre. Vous pouvez vous inscrire, ce sera sur le VIX, sur cette stratégie. Alors, IG Academy, voilà. IG Academy, normalement, le lien d'inscription fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, donc, vous allez dans séminaire, dans IG Academy, et ensuite, vous avez juste à vous inscrire comment trader les marchés américains. Et voilà, 30 octobre, rejoignez-moi si vous êtes dans la région parisienne. Formation gratuite, bien évidemment, ouverte à tout le monde. Et j'aurai le plaisir pendant 1 heure et demie de faire une formation sur le VIX assez poussée. Donc, si vous êtes débutant, le mieux c'est que voilà, vous prépariez un petit peu la formation en regardant le VIX et voilà, en regardant le VIX, en analysant. Si vous êtes à intermédiaire, si vous avez une petite expérience, voilà, vous pouvez venir. Mais voilà, pour ceux qui viennent de commencer marché, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour cette formation qui sera quand même assez poussée. Donc voilà. Mais bon, vous pouvez tout de même venir, hein, ça ne sera pas temps perdu. Mais voilà, ça risque d'être, enfin, ça sera assez poussé quand même. Donc je vous envoie le lien d'inscription. Encore une fois, c'est gratuit. Cette formation n'est pas diffusée en ligne. Non, elle n'est pas diffusée en ligne. C'est une petite formation, voilà, en face à face. Par contre, je ferai un webinaire éducatif sur ce sujet par la suite sur YouTube en courant novembre. Mais bon, ça sera pas, on va dire que ça sera pas la même durée. Et voilà, du coup, ça sera un petit, enfin, il y aura pas de tous les questions-réponses parce que je prévois 1 heure de formation, 30 minutes questions-réponses. Les questions-réponses sont assez quand même utiles. Donc voilà, ça sera pas un webinaire. Il sera bien évidemment, il y aura l'équivalent sur YouTube peu de temps après, mais ça sera pas avec exactement le même contenu. L'idée de la formation, enfin, la formation sera là, mais il n'y aura pas toutes les questions-réponses. Voilà, donc voilà. Mais bon, ça sera la même formation. Il est permis d'arriver avec du retard au séminaire où les portes seront fermées. Alors, ça, je ne sais pas. Disons que si vous arrivez en retard, bien vous arrivez en retard. Maintenant, voilà, je ne vais pas recommencer dès le début si vous arrivez en retard. Donc ça dépend. Si vous arrivez 5 minutes en retard, il y a aucun souci. Maintenant, si vous venez 30 minutes en retard, voilà, je vais pas revenir dès le début, au début de la formation. Donc voilà, si vous venez 30 minutes en retard, ça vaut pas vraiment la peine, je pense, de venir. Maintenant, si c'est quelques minutes de retard, il y a aucun souci. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, au niveau des indices européens et des indices américains, avec notre stratégie VIX, on n'a pas encore le signal haussier. Peut-être que nous l'aurons ce soir à la clôture de la séance américaine, mais pour le moment, nous ne l'avons pas. Donc, patience. Patience. À noter toutefois que sur le horaire, on a un CAC 40, un momentum du CAC 40 qui s'améliore alors que le prix est baissier, ce qui nous indique qu'on a une divergence. Donc il y a deux façons d'exploiter une divergence. Soit on attend la clôture de la résistance, ce qui est généralement indiqué dans la liste d'analyse, dans les livres d'analyse technique. Voilà, par exemple, on a creux et la résistance, donc on a le breakout, on a le signal haussier. Ou alors vous attendez comme moi, c'est-à-dire que le RSI clôture au-dessus de 50, vous rentrez bien évidemment un peu plus en retard, mais au moins vous filtrez un petit peu plus la tendance. Donc voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, là on a un signal bullish qui est en train de se faire avec cette divergence. Est-ce que il faut rentrer à l'achat lorsqu'on a une divergence haussière? Enfin, c'est possible. Maintenant, il faut savoir que une divergence, c'est du contre-tendance. Donc, il y a une prise de risque enfin, un money management à adapter, à être différent, pardon,
lorsqu'on est en contre-tendance. Ça veut dire moins de risques, une taille de position plus faible. La contre-tendance est toujours moins facile, plus compliqué, je dirais, à trader que la stratégie de tendance. Donc voilà. En tout cas, le potentiel, il est haussier. Retour, vous voyez, au plus haut de vendredi, c'est-à-dire à 5173 points. La perspective, elle est haussière jusqu'à ce niveau de prix. Et ce qui est cohérent avec le VIX, même si on n'a pas notre signal haussier, vous voyez que le VIX est en baisse, le RSI en baisse, ce Disparity Index en baisse. Donc voilà, on a une amélioration, on n'a pas notre signal haussier sur le VIX, mais on a quand même un contexte à court terme du VIX qui s'améliore et donc ça coïncide finalement avec cette divergence. Vous voyez, les signaux convergent. Les signaux convergent. Donc je ne dis pas que le cours va arriver à 5000, va atteindre 5173 d'ici la fin de séance, mais en tout cas techniquement, voilà, on a un support qui tient, c'est 5050, on a un momentum qui s'améliore et on a un VIX qui baisse. Donc je me dis qu'à court terme, il y a des chances qu'on atteigne, qu'on progresse, que le CAC progresse, que les indices européens progressent et qu'on a cherché les 5181 points. Voilà. Donc je ne donne pas de stratégie haussière parce que voilà, pour moi, une divergence ne suffit pas pour passer à l'achat. Ce que j'attends réellement, c'est le signal de la stratégie du VIX que je vous présenterai bien en détail et vraiment voilà, beaucoup plus en détail pendant l'information du 30 octobre. Et voilà. Voilà. Moi, ce que j'attends, c'est ce signal pour vraiment être haussier sur du swing trading. À court terme, je pense qu'il y a un potentiel haussier. À court terme, je parle pour du day trading, voire pour demain, voilà, disons pour les prochaines 48 heures, je vois qu'il y a quand même une analyse technique qui est en faveur d'une hausse, on a un support qui tient, vous voyez, enfin en tout cas qui a bien été acheté, vous voyez, en horaire, le rebond a été immédiat, ça n'a pas été une consolidation puis le rebond, donc on a quand même des acheteurs à 5050. En plus de cela, on a un spread BTP Bund, vous voyez, Italie, Allemagne, 296 BPS. Donc, en dessous des 300 points de base, on a le 10 ans italien qui est contenu. Vous voyez qu'il est stable. Voilà, donc concrètement, on n'a pas de... et on a un VIX, pardon, hier qui a baissé. Donc voilà, si on regarde nos différents indicateurs, que ce soit le spread BTP Bund, le VIX, le RSI, on a quand même... on n'a pas à court terme, je parle bien depuis le début de la semaine, on n'a pas une dégradation de l'aspect technique de ces indicateurs. Au contraire, on a plutôt une amélioration. Le VIX qui baisse, le spread BTP Bund, si on se met en horaire, regardez, en horaire, ouais, c'est stable. Pourtant, on a eu ce budget qui a été prévu. Donc, le fait que ce soit stable, ça nous indique bien que le marché avait pricé, avait intégré dans les prix ce budget de 2,4%. Donc voilà, pour le moment, je me dis que à court terme, à très court terme, les indices européens pourraient rebondir. Sur le DAX, en horaire, est-ce qu'on a cette divergence? Si on retrouve cette divergence, eh bien, ce sera un signal en plus positif. Et voilà, on a la divergence. On a la divergence haussière. Finalement, les acheteurs, oui, se sont manifestés hier, et bien, se sont manifestés à ce niveau de prix. Donc, support à court terme à 11 452. Ça peut être ce niveau de prix, c'est un stop d'invalidation pour les stratégies haussières de court terme. C'est-à-dire que si on passe en dessous des 11 452, la perspective est baissière. Donc on a un puissant niveau de support à 11 400 points. 11 400 que je vais faire voir. 11 400 points, voilà, c'est plus bas du 30 décembre 2016. Voilà, donc stop d'invalidation des stratégies haussières, c'est 11 400. 11 400. Si on passe en dessous des 11 400, concrètement, la perspective est baissière jusqu'à beaucoup plus bas. Elle est extrêmement baissière. En attendant, vous voyez qu'on vient plus haut de 20 heures, parce que là, c'est un canal de Donchamp à 20 périodes. On est sur l'unité de temps horaire, donc 20 horaires, 20 heures. Donc voilà, résistance, en plus c'est le pivot hebdomadaire à 11 704 points. Ça sera la résistance en intraday. Vous savez à quelle heure les résultats de Netflix? Alors non, je n'ai pas regardé les horaires pour les résultats de Netflix, donc je ne saurais vous dire là dans ce point de marché. Je regarderai après.
Alors bonjour, une analyse du VIX US et du Nasdaq Dow Jones. Alors tout de suite, donc voilà, perspective haussière sur le CAC, sur le DAX à très court terme, le MIB qui confirme, mais bon le MIB c'est un petit peu du casino à court terme parce que voilà, il suffit d'un moindre commentaire pour que le VIX prenne 1% ou perde 1%. Donc c'est extrêmement volatile le MIB à court terme. Voilà, mais en tout cas on a pareil cette divergence, regardez, RSI de plus en plus haut, prix de plus en plus bas, et RSI qui croise à haut 50, on a un signal haussier. Et d'ailleurs, le RSI qui est au plus haut depuis le mois de septembre, depuis le 26 septembre. Donc perspective haussière, vous voyez en horaire, on a nuage. Donc nuage, ce sera la première résistance majeure. Le VIX, le voici. VIX qui est légèrement différent, vous voyez 18,2. VIX qui est légèrement différent à celui qu'on retrouve sur TradingView. Pourquoi? Bien parce que dans le VIX sur PRT, il y a le spread qui est inclus dedans. Vous voyez qu'il est à 24. Il est à 24 et ici il est à 18,2. Donc voilà, on a une légère différence de prix, mais c'est que simplement parce qu'on a le spread, hein, donc ça ne change en rien. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes chandeliers, les mêmes tendances, etc. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc le VIX, encore une fois, qui s'améliore. Les techs qui rebondissent, on regarde les futurs américains, c'est dans le vert. Donc voilà, concrètement, futurs américains dans le vert. D'ailleurs, regardez Nasdaq, cette oblique, le rebond sur cette oblique. Donc voilà, signal haussier. Signal haussier, bien que nous n'ayons pas encore, je le rappelle, le signal du VIX. Et moi, c'est celui-ci que j'attends pour voilà, me positionner clairement à la hausse sur les indices. Pour moi, Nasdaq extrêmement haussier. De même, Philippe, moi je suis haussier. Mais voilà, encore une fois, ce que je me base avant tout, c'est des signaux techniques. Et tant que le Disparity Index me donnera pas ce signal, eh bien, je ne m'affirmerai pas. Voilà. Mais mon sentiment est haussier. Déjà parce qu'on a une baisse importante, et généralement lorsqu'on a une baisse aussi importante, alors qu'on est dans un contexte économique plutôt bon, euh, c'est euh, c'est rapidement corrigé. Et en plus de cela, cette baisse se réalise juste avant, la saison des résultats. C'est presque une aubaine, j'ai envie de dire. Alors, une aubaine, ce mot, ça peut porter, comment dire, ça peut inciter de passer à l'achat, ce que je ne veux pas vous inciter à faire. Mais voilà, moi ce que j'attends en retour, c'est le signal du VIX. Mais voilà, mon sentiment à moi est haussier sur les indices américains, que ce soit le Nasdaq ou le S&P 500. Voilà, Dow Jones, pareil, regardez, l'oblique, creux, on a le rebond pas au pips près, mais vous voyez proche entre la moyenne mobile à 200 jours et vous voyez l'oblique. À noter, regardez la lagging span qui rebondit en fait parfaitement sur la Senkou span A du nuage. Voilà. En horaire, est-ce qu'on a une divergence? À mon avis, c'est le cas. Non, pas de divergence. Pas de divergence. Et le S&P, bien écoutez, c'est pareil. Hein. Si on a le Dow Jones et le Nasdaq qui ont la même configuration, le S&P c'est globalement pareil. Donc pas de divergence sur les indices américains, ce qui ne veut pas dire, ce n'est pas une mauvaise chose hein, de ne pas avoir de divergence. Hein. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Pas parce qu'on a une divergence qu'on a un facteur supplémentaire en faveur d'une hausse. Vous voyez, on a le rebond, on a cette oblique qui est respectée. Cette oblique que je vais mettre en noir. Vous voyez, 1, 2, 3 points de contact. Donc voilà, oblique respecté. On est sur support, on n'a pas de nouveau plus bas. Voilà, donc stop d'invalidation, concrètement, c'est les récents plus bas. Et les perspectives haussières, c'est concrètement les récents sommets historiques. C'est-à-dire sur le S&P 2940, sur le Nasdaq, c'est 7700 points. Voilà, donc en termes de ratio risque-rendement, en swing, alors je ne dis pas encore une fois qu'il faut rentrer à l'achat maintenant, parce qu'on n'a pas notre signal haussier sur le VIX, mais vous voyez, depuis les prix actuels, si on met un stop sous le pression plus bas, ça fait 180 pips, 180 points. Pour aller chercher les sommets, 633. 180, 633, ça fait un ratio risque rendement supérieur à 3, ce qui est plutôt bon. C'est entre 3 et 4. Donc c'est même 4, hein.
Parce que 180 pour 640, ça fait 4. Hein. Ça fait 4, un ratio scorement de 4, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt bon. Donc voilà, perspective haussière pour les indices américains. Et donc on va passer sur le FX. Voilà, on va passer sur le FX. Regardons rapidement ce qui s'est passé voyez, sur le marché. Alors NZD GBP est en hausse. GBP c'est extrêmement volatile parce que je vous rappelle cette semaine c'est une semaine importante pour pour le Brexit parce qu'on a le Conseil européen en fin de semaine, les négociations qui sont suspendues jusqu'au Conseil européen. Nous avons Michel Barnier, le négociateur européen, qui va aujourd'hui annoncer l'avancée des négociations entre Bruxelles et Londres. Donc voilà, on va avoir un état finalement des négociations qui ont eu lieu depuis le dernier Conseil européen qui était en mois de septembre. Donc voilà, c'est Michel Barnier qui est attendu aujourd'hui dans ce contexte de Brexit. Voilà, donc GBP c'est vraiment volatile. Hein, c'est un peu comme alors pas la même amplitude, mais on va dire c'est comparable au MIB. C'est-à-dire que le MIB d'un moment à un autre, il peut se retourner, il peut prendre 2% ou il peut en perdre 2. Eh bien le GBP c'est pareil. GBP il peut autant prendre voilà 0,5% face au dollar ou en perdre 0,5 d'un moment à un autre, que ce soit face au dollar ou face à l'euro, selon les commentaires euh, concernant le Brexit qui peuvent être faits à n'importe quel moment de la journée. Donc voilà, GBP volatile cette semaine. Donc voilà, prudence sur le GBP. Ne mettez pas un stop trop serré parce que vous pouvez clairement faire chasser rapidement. Voilà, donc yen en baisse. Yen en baisse. Yen en baisse. Et si on passe sur nos indices, excusez-moi, nos indices FX, yen plus importante baisse, moins 0,25, plus importante hausse GBP, suivi par le CAD et le dollar US. Si on regarde DXY fois l'USD CNH, il est en légère baisse. Donc on a voilà, si on regarde l'euro dollar, il est en hausse. Donc l'euro gagne du terrain face au dollar et l'USD CNH est en baisse. Ce qui veut dire que le yuan gagne du terrain face au dollar également. Donc dollar, perspective plutôt mitigée. Et si on regarde l'USD TRI, vous savez l'USD face à la livre turque, perspective particulièrement négative. C'est-à-dire que la livre turque gagne du terrain. Regardez ce que nous avons sur l'USD TRI. On a un triangle qui est descendant. L'objectif, c'est concrètement les 5 points. Vous voyez, on vient chercher la hauteur de ce triangle, la base, et on reporte la distance. Et vous voyez que ça donne environ 5. 5 livres turcs pour 1 dollar. Donc perspective haussière, oui, sur la livre turque face au dollar USD. Alors je ne conseille vraiment pas de trader cette paire parce qu'elle est, voilà, la livre turque n'est pas concrètement, on peut avoir une mesure annoncée par la banque centrale turque à n'importe quel moment. Bon, tant que cette paire, tant que la livre turque s'apprécie face au dollar, la banque centrale turque devrait être satisfaite afin d'éviter la crise, une nouvelle crise dans la livre turque. Mais voilà, en tout cas, techniquement, la perspective, elle est baissière. C'est ce qu'il faut retenir du dollar face à la livre turque, ce qui pourrait commencer, vous voyez, ce qui est en fait un facteur supplémentaire en défaveur du dollar. Et on voit que l'eurodoll est en hausse. Il inscrit des creux et des sommets de plus en plus hauts depuis le mois d'août. L'USD-CNH arrive à se maintenir sous les 6,95. 6,95, c'est la résistance majeure. Et d'ailleurs, si on se met en 4 heures, pas de signaux. En horaire, alors en horaire, on a une divergence. Regardez. Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'on a des sommets de plus en plus bas sur le RSI, alors que dans le même temps, nous avons eu, vous voyez, sommet de plus en plus haut. Donc voilà. Et là, on a un momentum qui passe sous 50, ce qui veut dire que l'USD-CNH, j'ai plutôt du coup une perspective baissière sur cette paire à court terme. Je ne dis pas qu'on va aller chercher vous voyez qu'on va revenir tout de suite à 6,86, mais en tout cas, on peut corriger 50% de cette tendance. Si l'USD-CNH corrige 50% de cette récente hausse,
on aura donc un rebond mécanique de l'euro. Voilà, alors je vais faire un petit peu de tri dans toutes ces voilà, dans toutes ces lignes de tendance, enfin support résistance. Alors plus haut de 20 jours, plus bas de 20 jours, voilà. En 4 heures, donc on a eu une belle divergence ici. Le signal haussier qui avait été donné le 10 octobre, que je n'ai pas vu. Et donc du coup, on peut s'attendre déjà à une correction de 50% de cette tendance baissière, vous voyez. 50%, ça donne objectif à 1,1623. Je pense que c'est possible. C'est possible, on voit l'USD TRI qui est en baisse, l'USD CNH qui est sous pression et qui n'a pas dépassé les 6,95, 6,95 qui est son plus haut de l'année inscrit lors de la crise de la livre turque. Pourtant, on a une inflation des prix à la production en Chine qui baisse. Donc on a des prix qui baissent, qui ralentissent, pardon. Prix à la production qui ralentissent en Chine, ce qui veut bien dire qu'on a un impact de la guerre commerciale, mais pourtant le yuan qui gagne du terrain face au dollar USD. C'est-à-dire que le marché ne vend pas ses yuan à court terme. Donc là, c'est positif finalement pour les devises majeures et c'est négatif pour le dollar USD. Voilà, donc l'euro a des chances de progresser, pour voilà sa prochaine résistance à court terme. Et je dirais que c'est le R1 hebdomadaire, la moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures, ce 50% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire vers les 1,1620. 1,1620, c'est la prochaine résistance sur l'eurodoll. L'euro-yen s'apprécie, pullback à 130. Est-ce qu'il faut payer l'euro-yen? Alors moi, je suis un petit peu indécis sur cet euro-yen parce qu'on a un yen qui est quand même assez fort et qui peut s'apprécier à tout moment au vu des différentes sources de volatilité sur les marchés. Qui dit volatilité dit généralement hausse du yen. D'accord? Parce que la volatilité, c'est de l'aversion pour le risque et l'aversion pour le risque, c'est bon pour le yen. Mais en même temps, techniquement, on a une divergence haussière sur l'euro-yen. Vous voyez? On a une divergence. La résistance de cette divergence, elle est à 54,50. Si le RSI clôture au-dessus de 54,50, signal haussier pour l'euro-yen et il faudra s'attendre à une correction de 50% de cette tendance, c'est-à-dire un retour à 131,12. Et en plus, si on a le breakout des 130, 130 c'est un pivot important. Si on a une clôture journalière au-dessus de 130, ça sera un signal positif. Ça sera un signal positif. En plus de cela, si on regarde l'USD-Yen, l'USD-Yen est sur support également. Donc on va avoir quand même pas mal de prises de bénéfices sur le yen. Regardez le yen, si on se met sur 1000 périodes, canal haussier, le rebond. Rebond, donc voilà, et on a encore une fois eu une divergence qui a précédé le rebond. Et si donc on a le RSI qui clôture de 50, on aura un signal, mais on a déjà un signal puisqu'on a, vous voyez, cette résistance de la divergence, et bien, qui a été dépassée. Donc on a déjà un signal haussier sur l'USD yen. Donc yen qui était sous résistance puisqu'il touchait cette oblique. L'euro yen, divergence haussière. Vous voyez, USD yen, divergence haussière. Euro yen, divergence haussière. C'est clairement négatif pour le yen. Et d'ailleurs, si on regarde le yen index, peut-être qu'en 4 heures, on a une divergence. 4 heures. Voilà, divergence baissière sur le yen index. Sommet, 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 sommet. RSI à 47. Donc voilà, divergence clairement validée. On peut s'attendre à une correction du yen à court terme. Donc vendre du yen, ça peut être une stratégie payante à court terme face, et bien comme vous le savez, au dollar. Même si je le sens fragile, c'est possible de payer techniquement l'USD yen avec un objectif de 50% de retracement, tout comme l'euro yen. Vous voyez, donc retour à 113. Voilà, objectif haussier 113 USD yen. Euro yen, pareil, objectif haussier jusqu'à, comme on l'a dit, 131. 131, donc c'est 131, retracement, 50% de cette tendance. Quelle autre devise on peut voilà, le GBP, il est très volatile, mais on voit quand même qu'il est assez puissant. Et si techniquement, on a S technique qui est également
en faveur d'une hausse, pourquoi pas, malgré le contexte de volatilité, passer à l'achat. Pas de divergence sur le GBP Yen, regardez. Par contre, on a un rebond. C'est pas parce qu'on n'a pas de divergence qu'on n'a pas de rebond. Hein. On a un rebond et couramment la perspective, c'est un retour à 150. C'est un retour à 150. Maintenant, on voit qu'on a quand même une résistance, voilà, entre ce niveau de prix et celui-ci. Donc, vous voyez, c'est vers le R1 hebdomadaire. Donc, premier objectif, 149 pour le GBP Yen. Ça sera la prochaine zone de résistance. Et voilà. Sinon, il y a le CAD Yen également qui me semble, voilà, qui pourrait être intéressant puisque le CAD, j'ai quand même des perspectives haussières. Et le CAD, pareil, divergence haussière. Divergence, RSI, de plus en plus haut, prix de plus en plus bas. Correction de 50%, ça donne un objectif à 87, 40. Voilà, donc vente du yen à court terme, puisque l'indice Yen Index en données 4 heures diverge à la baisse. D'ailleurs, on va regarder en 4 heures un petit peu ce qu'on a. NZD, bon, c'est haussier. On a un momentum qui est à 71, ça veut dire qu'on a un momentum extrêmement bullish, ce qui est bon pour le NZD à court terme. L'AUD, bon, on a une résistance de momentum qui est en baisse. L'AUD, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. L'euro, on a un momentum qui s'améliore. Regardez, creux. En fait, on a même une oblique. C'est possible de faire du chartisme sur le RSI. Hein. C'est-à-dire les obliques, les triangles, voilà, les figures chartistes que vous connaissez sont applicables sur les oscillateurs. Donc RSI soutenu par une oblique, un support de momentum, c'est haussier pour l'euro. GBP, 4 heures, le rebond, c'est-à-dire que ici en horaire, à mon avis, il y a une divergence. Voilà, divergence. Voilà, des prix de plus en plus bas, RSI de plus en plus haut. Donc divergence sur le GBP en horaire, c'est positif à court terme. Le CHF en 4 heures. CHF, pareil, divergence bullish, regardez. Divergence. La résistance, par contre, elle est assez haute, elle est à 61. Ou alors, on attend le croisement à 50. Mais voilà, en tout cas, divergence, on a une amélioration du momentum. Perspective haussière à court terme pour le franc. L'USD index équipondéré. Bon, momentum baissier. Donc, finalement, c'est pas le moment d'acheter le dollar. Même si on n'a pas de divergence, même s'il est à 38, on a un momentum baissier, ce qu'il faut retenir. Donc, pas d'achat dollar en intraday. À l'inverse, ça peut finalement se vendre. Hein. Si on veut pas vendre le yen, on peut vendre le dollar, puisqu'on voit le dollar US équipondéré, le momentum en 4 heures est clairement baissier. Et le CAD, divergence haussière. Voilà, divergence haussière. RSI, creux de plus en plus haut. Prix, creux de plus en plus bas. RSI à 45. On a la résistance de la divergence qui a été dépassée. La résistance, elle est ici. Vous voyez, c'est le sommet entre les deux creux. Sommet entre les deux creux, c'est 41. Donc ça a été dépassé puisque le RSI est à 45. Et voilà, si on dépasse 50, ça donnera, c'est un signal positif en plus à court terme pour le CAD. Voilà donc hausse CAD, enfin perspective haussière à court terme pour le CAD, pour l'euro, pour le GBP, pour le franc. NZD également, même si voilà, le momentum est assez élevé et faut retenir que à moyen long terme, le NZD, la perspective technique, elle est baissière, alors que sur l'euro, le GBP ou le CAD, et bien que ce soit à court, moyen ou long terme, c'est haussier. Donc c'est peut-être un petit peu plus sûr d'être à l'achat sur l'euro, le GBP ou le CAD plutôt que le NZD. Mais donc voilà, euro, GBP, CAD, perspective ou CHF, perspective haussière à très court terme, alors qu'à l'inverse, le yen, on a une divergence baissière, donc ça pourrait indiquer un début de baisse à court terme, et le dollar USD, on a un momentum baissier et une baisse à court terme, donc voilà, USD, ça se vend également. Donc, perspective baissière à très court terme pour l'USD et le yen. Voilà, donc CAD yen, euro yen, GBP yen, même USD yen, bien que voilà, on a notre indice USD équipondéré qui est baissier en même temps que le yen, eh bien on a quand même techniquement un USD yen qui émet des signaux bullish. Maintenant, on peut s'attendre à un momentum beaucoup moins important sur l'USD yen que sur l'euro yen, le GBP yen ou le CAD yen, puisque l'USD est techniquement baissier. L'indice USD équipondéré est baissier à court terme.
Donc voilà, ça veut simplement dire que finalement l'USD va surperformer le yen. Mais voilà, euro-yen, perspective haussière jusqu'à 131. Dans un premier temps, ça ne veut pas dire que voilà 131 faudra vendre l'euro-yen. On peut aller chercher beaucoup plus haut, mais le premier objectif, la première résistance que je constate, est la 131. L'USD pourrait aller jusqu'à 112,80, oui. 112,80, oui, je pense. Euh, on a l'IBEX qui fait de la résistance pour info. Alors je vais revoir ça, les indices dans un petit instant. Euh, petit point USD CAD. Alors on commence sur du daily. Daily, qu'est-ce que nous avons? En journalier, bon, on est dans une tendance plutôt baissière, à court terme en tout cas, puisqu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 50. Voilà, et on a toujours des creux et des sommets de plus en plus bas. On a un RSI qui, on peut voir, est orienté à la baisse également. Donc voilà, on a à court terme, court et moyen terme, une tendance qui est baissière. Par contre, à long terme, on reste dans un canal haussier. Voilà. Mais en tout cas, donc, court terme, c'est baissier. En 4 heures, on a une divergence. Le RSI qui passe sous 50. Donc ça pourrait être un facteur qui va accélérer la baisse. Résistance, la Greenspan et la base du Nishimoku à 1,2933. Donc prochaine résistance technique, 1,2933 à court terme. Puis, si on a le breakout, ce sera les 1,2887. En horaire, qu'est-ce que nous avons? Horaire, pareil, un momentum qui, on peut le voir, est de plus en plus baissier. Donc ça, c'est négatif pour l'USD CAD. Et au final, ça converge assez bien avec notre analyse USD Index et CAD Index. Je vous rappelle, CAD Index en 4 heures, divergence haussière, RSI à 45, donc un momentum qui s'améliore sur le CAD, l'USD, pas de divergence et un momentum toujours orienté à la baisse qui est à 38, donc c'est baissier. Voilà, et si on revient sur le SDK dans l'horaire, la Greenspan sous le nuage, voilà, on a un prix qui a rebondi sur un moyenne mobile à 200 heures. Si on a le breakout, nouveau signal baissier. Donc USD CAD, baissier, court, moyen terme. Et pour les commodities, Brent. Alors, Brent, on voit qu'on a eu donc un gap haussier lundi, un comblement pendant la journée, un rebond autour des 80 $. On voit qu'il y a finalement beaucoup moins d'acheteurs que ce qu'on voyait, que ce qu'on pouvait apercevoir lundi à 80 $, puisqu'on voit qu'on n'a pas eu un rebond majeur. On n'a pas de rebond majeur. Donc voilà, je vous rappelle les cours de pétrole qui ont été pas mal affectés par, dans un premier temps, la révision à la baisse des prévisions de croissance du FMI, mais également la demande mondiale de la part de l'OPEP et de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie. Donc on a ces trois facteurs qui ont impacté depuis la semaine dernière, les cours de pétrole, et voilà. Et la situation en Arabie Saoudite, les relations entre les US et l'Arabie Saoudite qui pourrait être le prochain facteur de volatilité. En tout cas, techniquement, en 4 heures, on n'a pas de divergence. On a un momentum qui est encore baissier. Qui dit momentum baissier dit qu'il faut s'attendre à davantage de baisse. Maintenant, le prix il est sur support. Donc voilà, tant qu'il est sur support, c'est pas le moment de le shorter. Par contre, si on a un prix qui passe, qui inscrit un nouveau récent plus bas, c'est-à-dire qu'il s'il passe sous 79, on pourra s'attendre à un retracement beaucoup plus important. On ira sur journalier et on regarde plus bas de 20 jours. Ça sera le prochain support majeur, c'est 77,20 cents. Donc voilà, si on passe sous 79, on ira très probablement chercher les 77,20. 4 heures, donc pas de divergence, et en horaire, pareil, pas de divergence, et un récit qui repasse sous 50. Donc perspective plutôt négative sur le Brent. Sur le WTI, eh bien c'est globalement la même chose. Vous voyez qu'on a un support à 71,32, un support majeur à 70,50. Si on passe sous 70,50, perspective baissière jusqu'à 70, qui est un seuil psychologique important, 70 $. Et voilà, en tout cas, on a un momentum qui baisse en horaire. En 4 heures, c'est pareil. Et voilà, en journalier également. Mais encore une fois, tant qu'on est sur support, c'est pas le moment de shorter les cours. Et je vous rappelle que la tendance de moyen long terme, c'est tendance haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 et dans un canal haussier.
Donc voilà, même si on a des signaux baissiers, il faudra être prudent parce qu'on reste dans une tendance qui est haussière sur du moyen et long terme. Donc ça pourrait se shorter à court terme, mais voilà, faut pas non plus shorter jusqu'à 60 $, vous voyez. Donc voilà, le support en tout cas à surveiller pour le WTI si on a un nouveau récent plus bas, ça sera 69 $. Et pour l'or, bon 1229, perspective baissière sur le dollar comme on le sait, hein, comme on l'a vu, dollar index 4 heures en écoute pondéré, pardon, en 4 heures, RSI à 38, pas de divergence, donc il n'y a pas de raison d'anticiper un rebond. Et donc voilà, et prix qui est baissier. Donc court terme, dollar US baissier, et donc l'or a toutes ses chances de continuer à progresser. La prochaine résistance, je vous rappelle, c'est 1240 $ à peu près. À peu près parce qu'on voit qu'on a une résistance à 1236. 1236 c'est ce plus bas, vous voyez, ce plus bas, cette résistance. Donc voilà, 1236, la résistance ça se joue entre 1236 et 1240. Donc c'est la première zone de prise de bénéfice. Si on a le breakout, ça suggérera davantage de hausse vers les 1263 $. Et ce qui est possible, hein, ce qui est entièrement possible, même d'aller chercher beaucoup plus haut que les 1263 $, à condition qu'on ait, vous voyez, ce DXY fois l'USD-CNY, ça permet en fait d'avoir une version du dollar avec du yuan, puisque le yuan, la tendance du yuan a fait beaucoup quand même la demande en dollars. Donc en fait, c'est une version DXY pas améliorée, mais différente. Et voilà, en journalier, il faut pas oublier que sur cet indice, nous avons quand même un triangle qui est descendant. On a un triangle descendant. Donc voilà, si on a un breakout de cette moyenne mobile à 50 jours en bleu, signal baissier, direction le support. Et ce qui nous permettra d'avoir des perspectives haussières sur le dollar, des perspectives haussières sur les paires majeures et perspectives baissières sur l'USD-CNH et perspectives haussières sur le gold, sur l'argent. Voilà, donc faut pas oublier que dans le fond, ce DXY avec le yuan intégré est dans un triangle, et même si on regarde le DXY de base, hein, on est également dans un triangle. Sauf qu'il est un petit peu moins propre, vous voyez, puisqu'on a un support qui est un petit peu moins net, mais on reste quand même avec des sommets de plus en plus bas à court terme et un RSI dans un canal baissier et qui passe sous 50 à court terme. Donc voilà. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? On a une toute petite divergence haussière, toute petite, hein. Toute petite. Maintenant, si on regarde DXY, CNH en 4 heures, 4 heures, on n'a pas de divergence. En 1 heure, non plus. Au contraire, on a un RSI qui est en baisse. Donc voilà. Perspective baissière pour le dollar à court terme. Et donc l'or a toutes ses chances que, eh bien, d'ici les prochaines séances, on vienne chercher les 1240. Mais imaginons que demain, on valide le triangle, c'est-à-dire qu'on passe en dessous. La perspective sera extrêmement baissière pour le dollar et au contraire, assez bullish pour l'or. L'or qui aura ses chances de revenir à sa moyenne mobile à 200 jours. Voilà donc pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. À très court terme en intraday, il y a des chances qu'on ait des indices européens qui rebondissent. Il y a des chances qu'on voit le yen et le dollar sous-performer, puisque techniquement nos indices sont baissiers. Et à l'inverse, euro, CAD, GBP, qui ont des perspectives, et CHF même, franc-suisse, qui ont des perspectives techniques plutôt haussières à très court terme, je parle bien. Donc voilà. Voilà, donc je pense que c'est sur ces actifs qu'il faut se positionner. Voilà, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Et je pense avoir répondu à toutes les questions. Ah, la IBEX, pardon, qui fait résistance pour info. On regarde ça rapidement. IBEX 9000 points, à peine. Vous voyez sur résistance à 9000. Sous 9000. Voilà, donc résistance à 9000 points. Maintenant, bon, c'est pas l'IBEX non plus qui va influencer le CAC 40 ou le DAX. En tout cas, on voit que l'IBEX finalement dans une très mauvaise tendance. Je me rappelle au début d'année, c'était pour moi un indice qui avait un potentiel haussier extrêmement important. Mais voilà, l'année 2018, on a décidé autrement avec tout d'abord le flash crash,
le scandale Facebook Cambridge Analytica. Ensuite, ici, on a eu l'Italie, formation de la coalition en Italie. Voilà, ici, la crise de la livre turque, c'était à ce moment-là. Oui, on avait quand même pas mal de facteurs quand même en défaveur des marchés actions européens cette année. Voilà. Donc la tendance est baissière, hein, clairement sur la IBEX. Hein. Il n'y a pas de. Finalement, c'était l'achat à 10 000 n'était pas une bonne stratégie. Voilà, bon, en tout cas, merci pour votre attention. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché.